19h45, la Barry Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 25 juin 2025. Demain, jeudi 26 juin 2025, correspond au premier jour du Muharram du calendrier musulman. Un jour plein de signification pour les musulmans, comme nous l'explique Oustaz Haladou Yahya, il est prédicateur. Le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier hégirien qui a débuté à partir de la date de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Donc un calendrier défini par Allah subhanahu wa ta'ala en termes de nombre de jours du calendrier hégirien, mais un calendrier aussi qui rime avec la vie de l'homme, dont la mission est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le calendrier qui précise les jours, les nuits et des dates précises pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec vaillance dans l'abnégation. Donc c'est un calendrier et auquel les musulmans doivent prêter attention. Le premier jour de l'an musulman annonce la fin d'une tranche de temps écoulée et ça annonce aussi donc des heures, des jours, des semaines et des mois de bonnes œuvres parce que le calendrier hégirien est un guide pour les musulmans. Donc, rappelons-le, la mission est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, conformément au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, pour chaque musulman et pour chaque musulmane, au seuil de ce mois de Muharram et même de l'année du calendrier hégirien, il faut faire le bilan de ses actions passées, des actions positives passées, voire même se repentir, revenir vers Allah et élaborer un calendrier de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour multiplier davantage les bonnes œuvres. Parce que c'est un calendrier et conformément duquel on vit, on bénéficie des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala, de ces énormes récompenses, et on peut bénéficier de la rémission des péchés, du pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il faut se concentrer pour observer le cahier des charges du musulman qui consiste à se soumettre à Allah et à observer scrupuleusement les 5 piliers de l'islam en fonction de nos possibilités, à observer les droits des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout à œuvrer dans le sens d'aider l'islam, la religion, dans ses institutions, les écoles coraniques, les mosquées, donc aider et à enseigner, à faire connaître et bien pratiquer l'islam. C'est important quand même que le musulman prennent conscience de cette date charnière. Même s'il n'y a pas d'activité particulière recommandée à faire, c'est important pour les musulmans de prendre conscience de ce calendrier et d'agir en conséquence pour agir de mieux en mieux dans le sens que Allah aime et agrée. Le Niger dispose désormais d'un comité de suivi et évaluation des entreprises agréées au bénéfice des avantages du code d'investissement. Les membres ont été officiellement installés ce mercredi 25 juin 2025 par le secrétaire général de la présidence de la République en présence du directeur général de l'agence nigérienne de promotion des investissements privés et des projets stratégiques en PUPS. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi.
Messieurs les membres du comité, outre le gouvernement, la population et les citoyens attendent beaucoup de vous. C'est avec des sages conseils pour bien mener la mission à eux confiée par les autorités nigériennes que le secrétaire général de la présidence de la République du Niger a officiellement installé les membres du comité de suivi et d'évaluation des entreprises agréées au bénéfice des avantages du Code des investissements. Ce comité constitue un instrument stratégique de contrôle, de régulation et de suivi de la mise en œuvre effective des engagements pris par les entreprises agréées. Mesdames et messieurs, le comité de suivi et d'évaluation aura pour mission essentielle de vérifier sur le terrain la conformité des investissements réalisés avec les obligations contenues dans les décisions d'agrément, d'évaluer l'impact réel des exonérations accordées, notamment en matière de création d'emplois, de transfert de compétences, de développement local et de contribution au produit intérieur brut, d'identifier les manquements ou les retards, d'en établir des rapports circonstanciés et de formuler des recommandations claires sur les suites à donner en conformité avec la réglementation en vigueur. Le comité devra également accorder une attention toute particulière à des enjeux cruciaux tels que la création d'emplois pour la main-d'œuvre locale, le respect du Code du travail et des normes environnementales et sociales. Ce comité national, une première au Niger, est pluridisciplinaire et regroupe des cadres de différentes institutions techniques et stratégiques clés de l'État, à savoir la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts, l'Agence nigérienne pour la promotion des investissements privés et des projets stratégiques, la Direction générale du développement industriel, la Direction générale de l'emploi, entre autres. Ce comité ainsi constitué sera le garant du suivi régulier de la mise en œuvre des actions prévues au regard des droits et obligations découlant de la législation nigérienne et relatifs à l'exercice de leurs activités. En conséquence, il s'agit pour vous, dès cet instant, d'élaborer votre plan de travail avec des objectifs clairement définis pour conduire vos travaux dont les résultats doivent répondre aux attentes du gouvernement. En installant le comité, le secrétaire général de la présidence de la République du Niger a rassuré les membres du soutien sans faille du cabinet du président de la République qui reste disponible en permanence pour créer toutes les conditions et pour apporter des appuis nécessaires au comité pour bien accomplir sa mission et répondre aux attentes des autorités nigériennes. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence nigérienne de promotion des investissements privés et des projets stratégiques ANPIPS et des conseillers du président de la République. Dans quelques heures, 123 796 élèves de la classe de 3e au Niger vont entamer les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ces candidats sont répartis dans 913 centres sur l'ensemble du pays. À la veille de ces examens, une de nos équipes s'est intéressée aux préparatifs. Il s'agit de Ismaël Moumounier et Chebouissou. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025 vont débuter le 26 juin prochain et cela sur l'ensemble du territoire national. En véritable chef de troupe, le directeur régional de l'éducation nationale DREN a mobilisé tous les présidents du jury et centres de Niamey à travers une formation pour démontrer davantage l'intérêt que portent les autorités en charge de l'éducation sur la parfaite réussite du BPC. Nous avons convoqué les présidents des centres et de jury pour les former durant 2 jours. Parce que vous savez, depuis quelques semaines, nous avons commencé à préparer l'organisation du BPC 2025. Et ils sont les présidents des centres et de jury.
nous allons les rappeler toutes les instructions officielles par rapport à l'organisation du BPC 2025, à savoir comment les surveillants doivent se tenir dans les salles, les correcteurs qui ont été choisis en fonction de leur intégrité et le fait de tenir les classes de 3e. Et cette année, tout candidat qui n'a pas pu passer peut faire recours, peut demander de voir sa copie et sur une seule épreuve aussi. Le DREN rassure tous les acteurs de l'éducation que les autorités ont mis les moyens pour bien préparer ces examens. Nous rassurons les parents d'élèves, les élèves, les syndicats et tous les partenaires de l'éducation que toutes les conditions ont été réunies pour l'organisation du BPC 2025. Et Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues a mis tous les moyens à notre disposition. Nous avons reçu les frais des présidents des centres et de jury, les frais des surveillants des salles, les frais de correction, les frais des membres du secrétariat à temps depuis quelques semaines. Nous avons reçu aussi les feuilles de copie en quantité et en qualité. Nous avons choisi les centres, nous avons nommé les présidents de centre, nous avons nommé tout le monde et sincèrement nous pensons que tout ce déroulera dans de bonnes conditions. Aucun élève n'a le droit de porter un téléphone portable lors du déroulement des épreuves en classe. Et nous avons rappelé ça. Et ils auront les kits par rapport à tout ça. Tout élève qui sera surpris avec un téléphone sera directement chassé et aura, par rapport à cette épreuve, la note de 0. Le DREN rétorque également que les épreuves seront bien sécurisées et sous bonne escorte des forces de défense et de sécurité, que ce soit dans leur dépôt au niveau des différents commissariats de police de la capitale et leur acheminement dans les centres. Éducation toujours avec cette déclaration du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens rendue publique ce mercredi même, abordant les grandes préoccupations du moment, notamment la sécurité nationale et les conditions de vie des scolaires. Le résumé avec Sekina Toussadou et Nasser Seydou. L'Union des scolaires nigériens se prononce sur la situation sociale, économique et sécuritaire. Dans sa déclaration, l'USN a salué la nationalisation de la Somaïr, y voyant un pas vers la souveraineté économique. Cependant, ils ont insisté sur les réalités du terrain, en particulier la persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. La société nigérienne vit la situation sécuritaire préoccupante dans plusieurs zones du pays. Malgré les efforts colossaux engagés par l'État et les multiples sacrifices de nos forces de défense et de sécurité, nos populations rurales continuent de vivre dans la peur et l'angoisse, particulièrement dans la région de Tillabéri. Des villages sont encore la cible d'attaques lâches, des écoles fermées, des enseignants fuient leurs lieux de travail. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens salue le courage héroïque de nos forces de défense et de sécurité qui risquent chaque fois leur vie pour protéger et défendre la patrie. Rend hommage aux victimes civiles et militaires de cette guerre asymétrique imposée à notre peuple. Appelle l'État à redoubler d'efforts, non seulement pour la riposte militaire, mais aussi pour une politique de développement intégrée dans les zones affectées, seule solution capable de couper l'herbe sous les pieds aux semeurs des troubles et des chaos. L'Union des scolaires nigériennes a adressé une série de revendications urgentes au gouvernement. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens exige l'organisation rapide et bien coordonnée du transport des étudiants des universités publiques pour les grandes vacances académiques à venir. Demande la création au sein du ministère de l'enseignement professionnel et technique d'une institution spécialisée chargée de la fabrication des tables-bancs scolaires dans une optique de formation pratique des élèves et de résolution définitive des déficits de mobilier. Exige les paiements immédiats et sans condition des arrêts des frais de formation des étudiants nigériens, notamment ceux à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que leur MCO. Exige les paiements des pécules et allocations scolaires avant les vacances.
exige l'accélération des paiements des bourses des étudiants nigériens à l'extérieur qui souffrent de l'attente interminable pour la satisfaction de leurs droits. Demande au gouvernement nigérien l'accélération des procédures de commande de bus neufs de transport pour les universités publiques du Niger. Exige la construction d'une grande bibliothèque digne de ce nom à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les scolaires rappellent ainsi leur rôle de veille, d'alerte et de proposition dans la construction d'un Niger souverain, stable et équitable. À noter que cette sortie de l'USN intervient à quelques jours de la première session du Conseil consultatif de la refondation, convoquée pour le samedi 28 juin 2025. Lancement cet après-midi à la Ligue régionale de football de Niamey, de stage MA FIFA destiné aux jeunes talents nigériens. Cette formation de 5 jours dispensée par les experts de la FIFA et CAF est l'initiative de la Fédération nigérienne de football. Ismaël Moumouni Chebouissou. La crème des jeunes arbitres nigériens se sont retrouvés à Niamey pour un renforcement des capacités. Ce sont des instructeurs de la Fédération internationale de football association FIFA qui s'occupent de la formation de ces jeunes talents nigériens passionnés du football. Après avoir remercié le comité exécutif de la FENIFOOT pour le travail remarquable, les instructeurs dressent le programme de formation. Nous allons travailler en classe et sur le terrain. Nous allons revenir sur les thèmes, les topics, challenge, positionnement, lecture de jeu, faute de main, faute tactique, hors-jeu, incident de la surface de réparation. Nous allons aborder la gestion de match qui est très importante et aussi la VAR basique. Comme vous le savez, aujourd'hui, le football moderne se joue avec la VAR. Et nous n'allons pas être en retard ici au Niger. On commence très tôt et on s'adapte au fur et à mesure. Les objectifs du cours, on va faire les tests physiques. Les tests physiques aujourd'hui pour nous c'est un check. C'est quelque chose qu'on va faire et que vous devez passer. À la CAF aujourd'hui c'est comme ça. Qu'est-ce que nous allons vous apporter? Nous allons vous apporter le concept de l'arbitrage moderne au niveau physique. Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas les techniques qui travaillent à côté, ce n'est pas les physiques. C'est un tout. Et l'arbitre si son bagage physique ne sert pas l'aspect technique, vous allez courir dans tous les sens du terrain, mais vous n'allez jamais réussir à faire une bonne performance. La performance physique doit être mise au service de la performance technique. Et c'est ça qu'on va vous accompagner. On va vous accompagner sur ce chemin-là. On va vous accompagner sur comment percevoir l'aspect physique de l'arbitrage moderne. Aujourd'hui, nous ne venons pas faire de belles présentations, donner et partir. Je ne vais pas dire aussi ces mots, mais c'est une communication permanente, c'est un échange entre nous. Nous voulons éduquer nos arbitres. Nous voulons qu'ils comprennent au niveau physique ce qu'on est en train de faire. Les coachs physiques aujourd'hui, ils analysent l'aspect physique. Ils analysent vos polars. Ils vous disent non, c'est ça qui ne va pas, il faut travailler. Ils vous ont déjà montré des exercices physiques. Ils vous ont donné un planning d'entraînement. Vous devez comprendre et l'adapter à chaque fois aux exigences de vos plannings de match, de votre travail et de plein de choses. Ce stage membre association FIFA est l'initiative de la FENIFOOT. L'avenir de l'arbitrage nigérien repose dans leurs mains, comme en témoigne un des membres du comité exécutif de la FENIFOOT. Nous sommes persuadés, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas jouer au football et un bon football sans des arbitres de qualité. Vous aurez des cours théoriques, des cours pratiques qui, de façon générale, doivent nous permettre de développer notre arbitrage. Je voudrais vous inviter à être assidus, à être réceptifs, à être conscients des enjeux et à être attentifs. Il y va de votre carrière. Vous avez choisi le métier dur mais noble de l'arbitrage parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous êtes des hommes et des femmes de décision, des hommes et des femmes de volonté qui ont l'intention d'aller au bout de leurs ambitions. Faites vivre vos rêves, faites vivre vos rêves, allez au bout et ne ratez aucune occasion pour, entre parenthèses ou entre guillemets, cuisiner vos instructeurs,
que ce soit Madame Tempa ou Monsieur Ali, ou même vos instructeurs nationaux, pour apprendre et avoir reçu le mieux. Vous êtes appelés à être l'avenir de l'arbitrage nigérien. D'ici quelques années, beaucoup ici ne seront plus là, et c'est vous qui êtes appelés à les remplacer. Durant 5 jours, ces jeunes venus de toutes les régions du pays, participant à cette formation MA FIFA 2025, seront bien outillés par ces experts de la FIFA. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire, dont le numéro d'aujourd'hui traite de la police administrative et celle judiciaire. Un thème abordé par Alfred Gobagé, juriste également président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Nous allons parler de la police administrative et de la police judiciaire. C'est deux notions que les citoyens n'arrivent pas à différencier très souvent. Les deux notions, vous allez le voir, sont différentes en ce sens qu'elles n'ont pas le même objet et elles n'ont pas les mêmes auteurs et les mêmes autorités. Alors, s'agissant de la police administrative, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette procédure qui permet à des autorités civiles de prendre des décisions dans le sens de la réglementation au sein de la société ou pour faire asseoir l'ordre dans la société. La police administrative, de par sa vocation, a pour objet d'assurer le bon ordre de la société, d'assurer la moralité publique, d'assurer la tranquillité publique et d'assurer la salubrité publique. Moralité publique, l'ordre public, sécurité publique et salubrité publique. Quand je prends le volet de la salubrité publique, quand vous prenez les autorités communales, le maire par exemple, le maire est une autorité de police administrative. Les décisions que prennent les maires sont là pour assurer la salubrité publique, l'hygiène publique par exemple. Quand on interdit de verser les ordures sur chaque coin de rue, une décision prise de cette manière par un maire est une décision de police administrative. Quand on interdit certaines pratiques au nom des valeurs culturelles, c'est pour assurer la moralité publique, par exemple. Donc, tout ce qui tourne autour de la moralité publique, de la sécurité publique, vous avez également la police de la circulation, par exemple. La police, le maire peut édicter des règles. Récemment, vous avez assisté à l'obligation du port, la ceinture. C'est une police, par exemple, une décision de police administrative qui a été prise dans le sens d'assurer la sécurité des citoyens en ce qui concerne la circulation routière. Et donc, c'est autant de décisions. Donc, nous avons plusieurs catégories d'autorités de police administrative. Le président de la République est une autorité de police administrative. Le préfet, le gouverneur, les maires sont des autorités de police administrative dans le sens où elles peuvent prendre des décisions, elles peuvent prendre des réglementations dans le sens d'organiser la vie en société, dans le sens d'assurer la moralité publique, dans le sens d'assurer la sécurité publique, la salubrité publique, etc. Voilà les autorités de police administrative et leur fonction ou leur rôle. Maintenant, qu'en est-il de la police judiciaire? La police judiciaire, elle, à contrario de la police administrative, elle vise à rechercher les auteurs des infractions et les déférer devant les autorités judiciaires. La police administrative
elle vise à prendre des mesures pour assurer la salubrité publique, par exemple. Faire en sorte que la ville soit propre. Alors que dans la police judiciaire, ce sont des autorités qui peuvent, ou bien c'est une procédure qui permet à ce que les auteurs, ou bien les auteurs des infractions soient recherchés, soient traduits, ces auteurs, devant les autorités judiciaires et qu'elles soient jugées selon ce qu'elles ont commis comme infraction. Vous voyez, c'est deux polices différentes. Parce que la police judiciaire agit sous un mandat. Quand aujourd'hui il y a une infraction qui est déclarée, il y a un certain nombre d'autorités, les officiers de police judiciaire, qui sont compétents pour agir, mener l'enquête pour déterminer la responsabilité des citoyens. Qui a commis quoi, qui a fait quoi. Mais pour ça, il faut une procédure. Et une fois que l'information est passée, vous savez, par exemple, le procureur de la République, garant de la préservation ou bien gardien des libertés publiques, il agit au nom de la société. Quand il apprend un fait, il est au courant d'un fait, il peut se saisir lui-même et puis engager des poursuites, faire diligenter des enquêtes, instruire des officiers de police pour pouvoir mener l'enquête. Mais une fois que l'enquête est faite et qu'on a situé les responsabilités, on va traduire ces personnes devant qui de droit afin qu'elles soient jugées conformément à la loi. Donc tout ce processus de l'enquête jusqu'à la sanction est inclus dans cette police judiciaire qui permet à ce que les auteurs des violations à la loi soient recherchés et traduits et être sanctionnés conformément à la loi, à la différence de la police administrative. Maintenant ici, les autorités de police judiciaire, vous avez par exemple les procureurs, souvent même les gouverneurs peuvent avoir ce mandat pour coordonner cette action de police judiciaire. Donc ici, il convient tout simplement de préciser que ces deux polices qui ont deux rôles différents. L'autre, elle vise uniquement à asseoir l'ordre public, la sécurité publique. La sécurité aussi à une certaine échelle. Quand vous prenez par exemple le maire qui prend une décision pour interdire la circulation à partir d'une certaine heure dans son entité, c'est pour éviter justement peut-être que qu'il y ait la commission de certaines infractions ou bien que les citoyens ne soient pas victimes de certains faits. Ça, c'est par exemple pour assurer la sécurité. Quand on interdit certains types de jeux, récemment, vous avez vu l'interdiction des chichas, des choses comme ça. Donc, tout ça, ce sont des décisions qui visent à protéger. Ça n'est pas de l'émanation des autorités de police judiciaire. Ces interdictions sont de l'émanation des autorités administratives. Maintenant, les autorités de police judiciaire, elles interviennent quand l'infraction est commise. Les deux aussi ont un temps d'action. Les autorités de police judiciaire interviennent quand l'infraction est commise. En ce sens, elles se mettent en mouvement pour rechercher et traduire. Alors que les autres autorités administratives, elles sont permanentes, elles sont là, elles agissent, elles réglementent, elles prennent des décisions. C'est quand ces décisions sont violées cette fois-ci que l'autorité de police judiciaire se met en mouvement. Donc, voilà toute la différence entre les deux autorités. Les autorités de police administrative et les autorités de police judiciaire. Et comme je l'ai dit, les autorités de police administrative, c'est du sommet jusqu'en bas. C'est-à-dire du chef de l'État, jusqu'au niveau inférieur, qui exerce ce pouvoir de réglementation. Parce que chacun, à sa manière, prend une décision. Le chef de l'État peut prendre un décret, par exemple. Les ministres peuvent prendre des arrêtés dans leur domaine pour essayer de réglementer. Vous avez aussi une autorité de police spéciale. Il y a les autorités de police générale, mais vous avez des autorités de police spéciales. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de la police de la circulation,
Ça, c'est une police pour la circulation, pour réglementer la circulation. En France, par exemple, ici, nous ne l'avons pas, la police des chemins de fer. C'est une autorité qui est compétente uniquement pour réglementer les chemins de fer. Donc ici, vous avez en face une autorité de police spéciale. De l'autre côté, vous avez une autorité de police générale qui intervient pour réglementer un peu partout. Mais au sein même de cette généralité, vous avez des autorités qui ont reçu mandat ou pouvoir pour agir dans un secteur déterminé. On peut, par exemple, prendre une autorité de police des loisirs, par exemple. Tout ce qui concerne le loisir, tout ce qui concerne les jeux, sont du ressort de cette autorité de police. Et c'est elle qui assure la réglementation. Ouais. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la différence ou les domaines d'intervention des deux types de police, police administrative et police judiciaire.